Notre invité politique ce matin, c'est Aurélien Taché. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, député écologiste du Val d'Oise, membre de la NUP. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale, représentée par Éric Richard de la Nouvelle République. Bonjour Éric. Bonjour Oriane, bonjour Aurélien Taché. Beaucoup d'actualités à voir avec vous, Aurélien Taché, et on commence par ce qui s'est passé ce week-end dans les Deux-Sèvres, ce projet de bassine à Sainte-Soline contesté avec des affrontements entre les gendarmes et les manifestants, une manifestation interdite, on le précise. Est-ce que Gérald Darmanin n'a pas raison de parler d'écoterrorisme? Il y a eu plus de 60 gendarmes blessés, des voitures de gendarmes dégradées. Non, il n'a absolument pas raison pour différentes raisons. D'abord, l'écoterrorisme, le mot terrorisme, il a un sens. Et c'est le terrorisme quelque chose qui fait des morts, qui finalement, on n'hésite pas à utiliser la violence, à tuer pour une cause politique. On n'est absolument pas dans ce cas de figure en France et notamment à Sainte-Soline. Et puis il y a un autre problème dans l'usage de ce terme à propos de Sainte-Soline, c'est-à-dire qu'à Sainte-Soline, vous avez des black blocs, vous avez des gens d'extrême gauche violente qui sont venus, que je condamne, mais quel rapport avec les militants écologistes? Vous savez, nous, les militants écologistes, ça fait des années que nos manifestations sont polluées par des gens qui, effectivement, sont dans une autre logique, une logique d'extrême gauche, de renversement de l'État, à laquelle moi je ne souscris pas, mais quel rapport, encore une fois, avec les militants écologistes? Gérald Darmanin a utilisé ce terme pour pouvoir justifier son interdiction d'une manifestation qui était pacifique, qui aurait dû être autorisée sur un sujet important qui est celui des retenues d'eau de substitution. C'est pas si pacifique que ça quand on voit ce qui s'est passé. Sauf qu'on ne peut pas revenir sur des libertés démocratiques fondamentales parce que le gouvernement n'est pas capable de faire son travail. Monsieur Darmanin... Non mais là, aller dans une manifestation interdite quand on est élu, pour vous, c'est ça, respecter une liberté démocratique? Pour moi, un gouvernement qui revient sur la liberté fondamentale garantie par la Constitution, qui est le droit de manifester, est un gouvernement hors la loi. Donc nous avions la possibilité de manifester. Vous savez, moi j'ai soutenu Emmanuel Macron entre 2017 et 2020. La première loi que je n'ai pas votée, c'est la loi dite Casseur, qui est une loi qui revient sur le droit de manifester. On a, avec ce gouvernement, deux poids, deux mesures. Quand c'est les écologistes ou la gauche qui veulent manifester pacifiquement, on interdit leur manifestation. Quand c'est l'extrême droite qui défile dans la rue avec des slogans racistes et autres, là, on n'intervient jamais. Moi, je veux dénoncer cela. Nous avons aujourd'hui un recul des libertés démocratiques en France qui est très préoccupant, et je pourrais le dire sur d'autres sujets, on parlera peut-être du Parlement, des 49.3 et d'autres choses, qu'il faut aussi dénoncer. On va en parler. Donc vous approuvez le fait que des élus se rendent dans une manifestation qui a été interdite par la préfecture? Quand elle a été visiblement interdite de manière abusive, je considère que oui, le droit de manifester en France doit être défendu, et ça n'enlève rien au fait qu'il faille condamner les actions violentes, que le gouvernement fasse son travail, qu'il arrête les black blocs et qu'il laisse les militants écologistes pacifiques manifester. Alors à Sainte-Soline, justement, on voit poindre tout de même une action qui pourrait s'inscrire dans la durée, à la manière un petit peu de Notre-Dame-des-Landes, dont on se souvient. Quel est votre regard, je dirais, sur ce sujet? Et est-ce que vous souhaitez, comme on commence à l'entendre aujourd'hui, que ça devienne une ZAD? Écoutez, ça, ce n'est pas à moi de le décider. Moi, je suis député élu de la République. Je suis militant écologiste, certes, mais je ne suis pas un activiste sur Sainte-Soline qui va ou non se lancer dans la construction d'une ZAD. Ce que je peux vous dire... Est-ce que vous encouragez les militants à rester sur place, ou est-ce que vous dites qu'il faut trouver d'autres solutions pour s'opposer, puisque vous êtes opposé à ce projet, il faut trouver une autre solution que de rester sur place et de créer une ZAD? Je suis un démocrate, je laisse les militants décider entre eux. Moi, ce que je peux constater, c'est que, évidemment, jamais de violence physique, jamais de destruction de biens, le respect de la loi autant que possible, mais une forme de désobéissance civile peut aussi s'inscrire dans une tradition démocratique. C'est tout à fait possible, on l'a vu par le passé. On connaît l'histoire du mouvement écologiste, qui est une histoire pacifiste, mais qui est une histoire aussi de lanceurs d'alerte. Quand on avait des militants écologistes qui s'enchaînaient à un arbre pour qu'un arbre ne soit pas coupé, ça ne choquait personne. On se disait, bon, c'est pour éveiller les consciences. Non mais là, on parle de gendarmes attaqués, on ne parle pas de militants qui s'enchaînent à des arbres. Vous ne me parliez pas de ça, vous me parlez d'une ZAD. Vous ne me parliez pas de gendarmes attaqués. Sur les gendarmes attaqués, j'ai condamné, je recondamne, c'est de la violence, pas question d'en entendre parler. En revanche, si sur un terrain, des collectifs citoyens, des gens ont finalement l'idée de pouvoir porter une alternative écologique à des projets qui sont extrêmement dangereux, parce qu'on ne parle pas du fond du sujet là pour le moment, qui sont des projets de retenue d'eau, de privatisation de l'eau, des sujets qui finalement vont mettre à mal le vivant, les nappes phréatiques, eh bien évidemment qu'il doit pouvoir y avoir des recherches finalement d'alternatives à cela. Est-ce que c'est une ZAD, pas une ZAD, j'en sais rien. Tant que moi on est dans la non-violence, tant qu'on est dans quelque part le respect de la démocratie, ça me convient. Sur le fond, vous êtes opposé à ce projet. Est-ce que vous ne comprenez pas les agriculteurs qui, face aux sécheresses qui vont se multiplier, disent mais nous on préfère stocker l'eau quand il y en a pour pouvoir irriguer nos cultures quand il n'y en a pas?
Non, je comprends la détresse des agriculteurs, oui. En revanche, je suis absolument effaré qu'on découvre ce problème maintenant, que ce gouvernement n'ait d'autres solutions que ces solutions de court terme qui sont destructrices pour le vivant. C'est quoi ces bassines d'eau? Ce sont finalement des centaines de milliers de mètres cubes d'eau qui sont retenus de manière artificielle, qui sont pompés dans le sol, qui sont pompés dans les nappes phréatiques. Vous savez que quand on touche le nage phréatique, on peut avoir des glissements de terrain, c'est extrêmement dangereux. Là, c'est sur la superficie, les nappes phréatiques superficielles. Oui, alors c'est ce qu'on nous dit. C'est-à-dire de l'eau perdue, finalement. En fait, non, personne ne sait réellement d'abord si c'est le cas ou non. Ce qu'on sait, c'est que c'est quand même pompé dans ces nappes phréatiques, dans le sol, qu'on a besoin d'une agriculture qui soit moins intensive, qu'il faudrait que le gouvernement accompagne beaucoup plus sérieusement les agriculteurs pour une agriculture qui est moins consommatrice en eau, avec une diversification plus large. Et puis, j'ai envie de dire, même si je voulais faire un pas dans ce sens-là, on avait dit que ces agriculteurs réunis en coopérative dans les Deux-Sèvres, s'ils avaient ces retenues d'eau, devaient s'engager à interdire les pesticides, devaient s'engager à sortir d'un certain nombre de cultures, finalement, qui sont les plus destructrices. Aucun engagement n'a été tenu. Nous sommes dans une supercherie. Le gouvernement, qui a d'ailleurs été ce gouvernement qui a refusé d'interdire les pesticides, qui les a même réintroduits, qui a été le gouvernement qui finalement renonce à toutes les grandes ambitions écologiques, soutient cette agriculture intensive sans aucune alternative. Et ça, nous, écologistes, nous ne pouvons l'accepter. Et s'il y a des contreparties des agriculteurs, est-ce que là, vous pouvez réfléchir à ces projets de bassines? Moi, je suis toujours dans la discussion. Je pense que sur le fond, on ne va pas dans le bon sens avec ces projets de bassines. Si véritablement, à très court terme, certaines sont inévitables ou déjà construites, il faut des engagements et des contreparties très fortes sur la fin des pesticides et sur un certain nombre d'autres éléments. Mais je le redis, ce ne sera pas la solution. Il faudra aller vers une agriculture moins intensive, moins coûteuse en eau. L'eau est un bien commun qu'il faut préserver. Sur ce qui s'est passé ce week-end, alors plutôt au sein de votre parti, puisque Yannick Jadot était présent, Sandrine Rousseau aussi. Yannick Jadot a vu sa voiture vandalisée, la voiture avec laquelle il est venu vandaliser. Il y avait écrit crevure sur la voiture. Et pour Sandrine Rousseau, il paye la manière dont il présente l'écologie. Ça interroge des manifestants qui, eux, s'engagent pleinement dans ces luttes-là. Est-ce que vous partagez cette réaction? Alors, je ne suis pas sûr qu'elle ait exactement dit ça, qu'il payait, je crois l'avoir entendu dire qu'évidemment, dans un deuxième temps, cette vandalisation de la voiture n'était pas acceptable. Bon, on va être très clair. Pour moi, ce qui est arrivé à Yannick Jadot est inadmissible et inexcusable en aucune manière. L'écologie de combat, oui. L'écologie de combat contre les siens, non. C'est absolument impossible de raisonner dans ces termes-là. Yannick Jadot a toujours été présent depuis des années dans toutes les mobilisations, un parcours de député européen exemplaire, a porté nos couleurs à la présidentielle. Nous lui devons la solidarité la plus absolue. Est-ce que plus largement, au-delà de cette réaction, Sandrine Rousseau, elle va trop loin? Est-ce qu'elle incarne une ligne trop radicale pour vous au sein de votre parti? Pas moi de dire ce que Sandrine Rousseau doit incarner. L'écologie politique ne se résume pas à Sandrine Rousseau. Elle porte parfois des combats dans lesquels je me retrouve. Elle a un style qui est le sien, qui est peut-être un style dans lequel je me retrouve moins. Je ne sais pas s'il dessert l'écologie. Je pense que sur certains sujets, notamment sur la question du féminisme, sans quelqu'un comme Sandrine Rousseau, nous n'en serions pas où nous en sommes aujourd'hui. Donc je n'irai pas jusque-là. Je dirais simplement que pour moi, aujourd'hui, la priorité pour l'écologie, c'est de devenir populaire. C'est de rassembler. C'est d'emmener avec nous les catégories de la population qui, aujourd'hui, ne se sentent pas forcément concernées par ce qu'ils estiment des combats d'avant-garde très loin de leur vie. Moi, je suis élu à Cergy-Pontoise. Je suis élu dans une ville où les gens, ils me disent « Oh là là, mais écologiste, c'est pas pour moi. » Vous savez, ils ont l'impression qu'ils font un doctorat en sciences de l'environnement pour être écolo. Mais je leur dis, quand on a besoin du RER qui fonctionne mieux, quand on a besoin du ticket de RER moins cher, comme les Allemands l'ont fait, tu es écolo, c'est pour ta vie quotidienne. Moi, je veux cette écologie des solutions, je veux cette écologie populaire. Je veux que, finalement, Europe Écologie Les Verts, que j'ai rejoint récemment, devienne un parti de gouvernement, un parti de masse qui se prépare à la conquête du pouvoir. Et pour ça, il faut certes des combats un peu radicaux, mais ça ne suffira pas. Il faut surtout emmener toute la population avec nous et en montrant que l'écologie, c'est gagnant-gagnant. Est-ce que vous pouvez le faire sur la ligne de Sandrine Rousseau? Est-ce que la ligne Jadot et la ligne Rousseau sont encore compatibles au sein de votre parti? Il va y avoir un congrès. Vous savez, et moi j'ai rejoint une motion qui est celle du printemps écologiste, qui est celle que soutient Yannick Jadot, mais pas uniquement. Elle est aussi rejointe cette motion par des députés comme Sandra Rigol, qui était avec la direction sortante, qui était avec... voilà, donc on essaie de faire une motion la plus large possible. Pourquoi? Pour avoir une refondation d'Europe Écologie Les Verts en un grand parti écologiste ouvert à tous. Je veux que les catégories populaires, les gens des quartiers populaires, des ruralités se sentent concernés par l'écologie politique et nous rejoignent. Je veux aussi qu'on puisse proposer un programme crédible de gouvernement avec nos alliés de la NUP. On verra ce qui est tranché dans ce congrès où Mme Rousseau présente avec ses amis une motion. Et puis ensuite, il faudra s'en tenir aux résultats démocratiques et à la nouvelle direction d'Europe Écologie Les Verts qui sera installée au mois de décembre. Donc pour vous, c'est compatible. Une écologie populaire qui rassemble tout le monde, c'est compatible avec la ligne Rousseau. Interne, je suis pour le pluralisme
libéralisme. En revanche, il faut une direction qui donne un cap clair, et si ce n'est pas Madame Rousseau qui donne ce cap clair, il faudra ensuite qu'elle se plie quand même à la direction de son parti. Elle peut avoir ses positions personnelles, mais elle ne pourra pas porter au nom de sa voix, si elle ne gagne pas ce congrès, la voix de tous les écologistes. Il faudra accepter le vote démocratique interne. Ou partir. Ou respecter, en tout cas, cette voix majoritaire. On va parler de ce qui s'est passé lundi à l'Assemblée. Oui, avec effectivement le vote ou en tout cas la discussion du budget. Le Rassemblement national a une nouvelle fois, je dirais, voté la motion de censure de la France insoumise. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous le regrettez? Alors, je regrette évidemment que le Rassemblement national ait voté la motion de la France insoumise. Moi, j'ai un engagement très clair contre le Rassemblement national depuis toujours. Je ne me satisfais jamais de leur voix. Je ne vote jamais aucun de leurs amendements. Donc effectivement, pour moi, c'est tout à fait regrettable. Le Rassemblement national, nous devons le combattre. Nous n'avons rien en commun avec eux. Et effectivement, on voit que Mme Le Pen essaye un peu de faire de la tactique. Madame Le Pen est un peu cynique, car j'aimerais bien savoir si elle est d'accord avec ce que nous portons, avec ce qui était écrit dans la motion de censure de la France insoumise. Ça m'étonnerait. Ce vote était purement politicien. Je le déplore. Sauf que c'est la deuxième fois qu'elle a cette tactique, Marine Le Pen. Est-ce que vous allez continuer à présenter des motions de censure à chaque 49.3 au risque, pour vous, d'avoir à chaque fois un vote du Rassemblement national? Vous avez remarqué que les écologistes n'ont pas signé cette motion. Je l'ai votée. Mais vous l'avez votée? Oui, puisque je l'ai votée, puisque moi, ce qui était dans vous savez, je suis parlementaire, je m'applique un principe simple. Je lis un texte, si ce qui est dedans me convient, je le vote. Mais le signer... Vous comprenez, il y a 4 députés de votre groupe qui ne l'ont pas voté. Vous les comprenez? Je comprends. Il y a une liberté de vote, il n'y a aucun problème. En revanche, c'est vrai que ce budget de la sécurité sociale qui a été tronqué par les 49.3 de Mme Borne, dont nous n'avons pas pu débattre, finalement, ne me convient pas. Une motion de censure est déposée, je la vote. Mais c'est vrai que la question de la systématisation du dépôt de ces motions de censure à chaque 49.3 pose question. Je suis, comme mes camarades insoumis, résolument opposé à la banalisation du 49.3, et il faut que les Français comprennent que ce n'est pas nous qui sommes contre la co-construction, mais ce gouvernement. Nous avons fait adopter, pas plus tard qu'hier, des amendements extrêmement importants sur la rénovation thermique des logements. Madame Eva Sass a permis un amendement de près de 7 milliards d'euros, ma collègue Eva Sass, écologiste. Il y a eu des amendements de voter sur le train. Est-ce que ces amendements vont être gardés après le 49.3? Certainement pas. Il y a une escamotation du débat démocratique qui est terrible. Vous savez, on dit souvent Michel Rocard faisait appel au 49.3. Michel Rocard, quand il faisait appel au 49.3, les textes étaient débattus jusqu'au bout et les amendements de l'opposition étaient conservés. On a un gouvernement qui gouverne par la brutalité. Donc je comprends qu'il faille montrer aux Français que finalement ce sont eux qui sont dans le refus de la co-construction. Maintenant, attention, il n'y a pas de majorité alternative pour gouverner actuellement ce pays. Donc, nous ne pouvons pas non plus faire comme si la censure n'allait pas conduire probablement à une dissolution. Et aujourd'hui, une dissolution renforcerait l'extrême droite, donc je ne suis pas favorable. Mais il n'y a pas de choix, puisqu'il ne peut nommer aucun gouvernement qui aura la majorité dans cette Assemblée. Il n'y a pas de majorité, ni de droite, ni de gauche, ni du centre. Donc c'est une Assemblée plurielle, il faut travailler avec cela, il faut être dans le parlementarisme et la co-construction, mais la censure conduirait logiquement à une dissolution. Et aujourd'hui, la dissolution, c'est plus d'extrême droite à l'Assemblée, et moi ça, j'en veux pas. Dans son blog, Jean-Luc Mélenchon fustige, lui, les députés de la NUPES, donc qui n'ont pas voté. Il parle d'aberration, d'adversaires internes. Est-ce que, disons, l'aile Hollande du PS, l'aile Jadot d'Europe Écologie Les Verts, Fabien Roussel, est-ce que vous êtes d'accord avec ce regard de Jean-Luc Mélenchon? C'est un petit peu réducteur. Je viens de vous dire que, par exemple, alors, je ne considère pas l'aile Jadot, mais je signe la même motion au sein de LV, j'ai voté la motion de censure. Donc vous voyez bien que ça n'est pas aussi simple que ça. En revanche, je comprends aussi que Jean-Luc Mélenchon... Il fait du tort à la NUP avec de tels propos, Jean-Luc Mélenchon? Je sais pas. Je sais aussi que certains n'ont pas toujours été tendres et n'ont pas toujours voulu jouer le jeu avec lui. Donc il est aussi normal qu'à un moment, ils disent, voilà, moi, ma vision, c'est comme ça. Là où je me différencie de Jean-Luc Mélenchon sur cette question, c'est que lui semble vouloir une dissolution le plus vite possible. Moi, je n'ai pas peur de retourner aux urnes. S'il faut, on ira. Je dis simplement qu'aujourd'hui, je ne pense pas que la NUP soit prête. Vous savez, le temps qui est dans l'opposition, il est nécessaire pour se structurer, pour travailler, pour convaincre les Français. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, malgré le fait qu'on soit une opposition crédible, nous soyons capables de gagner les élections législatives si elles arrivent demain. Je pense que c'est plus compliqué que ça, que l'extrême droite est très forte, que le pays est divisé et que nous avons besoin d'abord de pouvoir mieux nous préparer, mieux travailler et qu'effectivement, si avant 2027, une dissolution arrive peut-être, mais je me méfie avec cette accélération. Non, mais vous dites aujourd'hui, la NUP, en cas de dissolution, la NUP n'est pas prête
fait, s'il y a une dissolution, c'est l'extrême droite qui va en bénéficier. J'ai très peur de ce que sera le résultat du point de vue des députés d'extrême droite et je ne badine pas avec ça. Donc je préférerais qu'on se concentre. Donc les Insoumis ont tort d'appeler à la dissolution immédiate. Oui, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Je suis pour qu'on travaille à l'Assemblée, qu'on obtienne des solutions, qu'on démontre que ce gouvernement est un gouvernement d'escrocs, qui ne veut pas être dans la co-construction, qui est dans l'inaction climatique, qui est dans l'injustice sociale. Et ensuite, nous pourrons certainement envisager les élections sous un autre angle. On va parler des amendements. Une dernière question sur la NUP. Oui, justement, on se rend bien compte, et vous l'illustrez là, qu'on ne voit plus très bien qui incarne le mieux, en quelque sorte, ou le plus fidèlement la NUP, ce mouvement né des dernières élections législatives. Où est-ce que vous vous situez, vous, dans ce contexte ? Alors moi, je suis, que ce soit clair, un partisan résolu de la NUP. Je pense que les Français nous ont clairement dit la dernière fois qu'il fallait une unité entre les différentes composantes de la gauche et de l'écologie politique. Donc, vous ne m'entendrez jamais dire que la NUP est un problème. La NUP est la solution. En revanche, il faut des discussions. Il faut que nous nous organisions davantage. Il y a un intergroupe, il y a des espaces de discussion. Mais aujourd'hui, il faut que ces espaces, finalement, s'intensifient pour que chacun dans la NUP puisse être entendu. La NUP n'est pas seulement la France Insoumise. La NUP, encore une fois, est un ensemble de mouvements politiques. Mais je suis absolument certain que nous y arriverons. Et je vais même vous dire, clairement, j'espère qu'en 2027, nous aurons un candidat commun à la présidentielle. Sur les amendements, un mot, puisque vous l'avez dit, il y a eu des amendements qui ont été votés en début de semaine, notamment sur la rénovation des logements, contre l'avis du gouvernement, plusieurs milliards d'euros. Le gouvernement parle d'un Halloween budgétaire des oppositions. Qu'est-ce que vous répondez ? Oui, le gouvernement parle fait ce genre d'expression pour éviter les vrais sujets. Le gouvernement qui est le premier à nous dire qu'effectivement les activistes du climat seraient donc des terroristes, etc., n'est absolument pas capable, quand on lui propose des choses simples, concrètes sur le plan démocratique à l'Assemblée, de les accepter. Je vous ai dit tout à l'heure que ma collègue Eva Sass avait fait adopter un amendement à près de 7 milliards d'euros pour la rénovation des logements. Ça, c'est très concret. Ce qu'il y a dans c'est concret, sauf qu'il faut compenser, puisque vous savez que vous ne pouvez pas voter de dépenses sans trouver les économies. Vous les trouvez où ? Ma même collègue Eva Sass a proposé un impôt sur la fortune climatique. Voilà, on peut très bien... les 7 milliards ? Oui, on peut très bien compenser de cette manière-là. Nous avons des profiteurs de crise, des profiteurs de guerre même. Moi, je suis intervenu sur l'Ukraine. J'ai demandé à plusieurs reprises à la Première ministre pourquoi les entreprises françaises continuent de faire des bénéfices en Russie, pourquoi on ne les taxe pas, pourquoi on ne les fait pas revenir. Les solutions politiques existent. Simplement, ce gouvernement, pour financer ses baisses d'impôts aux plus riches, préfère garder les crédits. Il faut, au contraire, rénover les logements, mettre le train. Ça, c'est mettre davantage de lignes de train et pas cher, comme l'ont fait les Allemands. Par exemple, le ticket de train, 9 € pour tous. Ça, c'est très concret. C'est bon pour le climat, c'est bon pour la planète. Mais ce gouvernement le refuse, encore une fois, parce qu'il préfère faire des choix qui privilégient les plus puissants. Sur l'immigration, puisque c'est un sujet que vous suivez ce matin dans un entretien Monde, Olivier Dussopt et Gérald Darmanin présentent les grandes lignes du projet de loi immigration. Parmi les mesures, ils proposent de créer un titre de séjour métier en tension. C'est pour les travailleurs sans papier qui occupent des postes vacants non occupés à l'heure actuelle. Est-ce que vous soutenez l'idée ? Oui. Ça va peut-être vous étonner, mais oui, il peut même m'arriver d'être d'accord avec Gérald Darmanin, c'est pas tous les jours, parce que par ailleurs, il fait beaucoup de mal, je trouve, sur ces questions d'immigration par des propos souvent, quand il nous fait comprendre que seuls les étrangers seraient délinquants ou autres. Mais par contre, quand il dit quelque chose comme ça, si vraiment il le crée, je regarderai les conditions et autres, mais un titre de séjour pour les travailleurs en tension, c'est une excellente idée. Vous savez, aujourd'hui, il n'y a pas d'immigration de travail en France, alors qu'on a des vrais besoins, tout ça pour des raisons idéologiques. Ce qui m'étonne un petit peu, c'est que M. Darmanin, qui ne cesse de faire des concessions au Rassemblement national, aille maintenant défendre une proposition comme celle-ci. Je ne sais pas comment il va faire. Il va devoir être souple dans l'Assemblée nationale pour arriver à se faire entendre sur un sujet comme celui-ci. Mais si vraiment on crée un nouveau titre de séjour qui permet à ces travailleurs sans papier qui sont dans des métiers difficiles d'être régularisés, je le voterai. Lui, il dit que le Rassemblement national ne pourra rien dire, parce que l'argument du Rassemblement national, c'est de dire que c'est du travail qui est volé aux Français, je mets ça entre guillemets. Lui, il dit cet argument, il n'est pas tenable, puisque ce sont des postes qui ne sont pas occupés. M. Darmanin est un acrobate incroyable, donc on va suivre ses péripéties, mais en tout cas, sur ce point-là, il pourra me trouver avec lui s'il le fait vraiment. Sur les énergies renouvelables. Le Sénat débute aujourd'hui l'examen, vous le savez, du texte sur ces énergies renouvelables. Il vise bien sûr à simplifier les procédures pour accéder à leur développement. Alors, est-ce qu'à vos yeux, ce projet de loi est de nature, puisque c'est le but, en quelque sorte, à permettre à la France de combler son retard ? En tout cas, ça va dans le bon sens. On ne va pas, nous, écologistes, qui avons depuis des décennies demandé l'accélération des énergies renouvelables, dire que par principe, un texte qui propose d'aller dans cette direction est mauvais. Donc maintenant,
il y a encore beaucoup de questions qui se posent. C'est vrai que nous sommes le seul pays à ne pas avoir atteint nos objectifs en matière d'énergie renouvelable. Il faut donc des procédures qui vont plus vite. Je me pose quand même la question de savoir ce que va faire le gouvernement suite à ce qu'ont ajouté les sénateurs qui donnent quasiment un droit de veto au maire pour ces projets d'installation d'éoliennes. Justement, ça, est-ce que c'est une mauvaise idée de donner plus de pouvoir aux élus locaux? Alors attention, moi je suis un fervent partisan de la décentralisation, je crois à la démocratie locale. En revanche, je vais vous parler d'un sujet que je connais bien. Moi je travaille beaucoup sur les questions de logement, et notamment du logement social. S'il n'y avait pas eu la loi SRU en 2000 pour imposer 25% de logements sociaux dans toutes les communes, aujourd'hui il n'y aurait pas de logement social en France. Il y a comme ça, parfois, des impératifs qui s'opposent. Le droit à vivre dignement, à avoir un logement, c'en est un, donc nous avons fait cette belle loi sur le logement social. Le droit à vivre dans un environnement préservé, c'est aussi quelque chose qui doit être garanti par la Constitution, et là ce n'est pas la démocratie locale qui peut primer sur l'intérêt général national. Les projets d'éoliens doivent pouvoir être installés à chaque fois que c'est nécessaire et les maires ne peuvent pas s'y opposer avec le droit de veto. Sinon, ce sera comme sur la construction de logements sociaux. Ce sera, c'est bien chez les autres, mais pas chez moi. Bon, mais juste pour qu'on soit clair, quelle est votre position? Parce que fin août, dans une interview au Parisien, Elisabeth Borne, elle disait « J'espère que sur ce texte, on pourra trouver en Europe Écologie Les Verts des alliés ». Est-ce que vous serez allié du gouvernement Nous sur ce serons texte? alliés si nous sommes entendus. Ce droit de veto des maires doit disparaître. Mais ça, le gouvernement est contre. Bon, très bien. On verra quelle place il est fait aussi aux citoyens dans cette loi. On verra comment on préserve la biodiversité aussi, parce que là, nous aurons des exigences. Aujourd'hui, rien n'est prévu pour que finalement, quand ces projets doivent être installés dans des zones où il y a une biodiversité rare, ils puissent être discutés avec les citoyens. Donc voilà, on verra un certain nombre de choses qui seront mises à l'ordre du jour par les écologistes à l'Assemblée nationale. Nous avons de nombreuses propositions et en fonction, on avisera. Moi, je ne peux pas vous donner une position avant que le débat ait eu lieu. Une dernière question, Eric. Le gouvernement présente aujourd'hui en Conseil des ministres un texte qui vise à accélérer également la construction des réacteurs nucléaires. On parle de 6 nouveaux réacteurs EPR nouvelle génération, avec une option sur d'autres. Est-ce que c'est un texte que vous pourriez soutenir sur le principe ou pas? Non. Définitivement non. Nous avons à l'instant discuté des énergies renouvelables. Nous avons pris un retard absolument incroyable dans ce domaine. Le nucléaire, de toute façon, n'est pas quelque chose qui permet de rendre la France indépendante sur le plan énergétique. Il faut importer l'uranium, il faut importer tout un tas de matières. La construction de ces centrales prendrait des décennies. Le réchauffement climatique a besoin qu'on agisse beaucoup plus vite. Et puis, nous avons déjà la moitié des centrales à l'arrêt. Dans la vie, il faut faire des choix clairs. Aujourd'hui, priorité absolue aux énergies renouvelables. Ce sera la ligne des écologistes. Nous n'en démordrons pas. Mais est-ce qu'on peut assurer notre production électrique avec des énergies renouvelables? Je le pense, oui. Mais par contre, il faut s'en donner les moyens. Vous savez que si on investit... Parce que le nucléaire, c'est bas carbone. C'est ce que dit Agnès Pannier-Runacher qui défend le texte. Oui, enfin, c'est bas carbone. Il y a la question des déchets. Il y a la question de l'importation de l'uranium qui ne nous permet pas d'être indépendants. Ça n'est pas aussi clair que ça sur le plan du carbone non plus. Donc non, il y a d'autres options. Nous privilégions les options d'énergie renouvelable. Et si on s'en donne les moyens, c'est tout à fait possible d'être autosuffisant avec des énergies renouvelables. Merci Aurélien Taché. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci Eric Richard. On regarde la une de la Nouvelle République, édition des Deux-Sèvres. Minoterie, la réussite d'une renaissance. C'est à la une de votre journal. Et on va évidemment